Vous écoutez Poèmes et poésies. Un livre écrit par John Keats et lu par la voix modélisée de Frédéric Dufort. Poèmes et poésies. C'est une loi éternelle que celui qui l'emporte en beauté doit l'emporter en puissance. Ceci n'est pas une préface, ni même une introduction, mais plutôt l'ouverture d'un vaste poème symphonique composé de nombreux morceaux distincts les uns des autres, présentant toutefois un ensemble très cohérent. Celui qui l'écrit n'a d'autre prétention que de grouper les principales mélodies de ce poème et de les coordonner de façon à en démontrer l'idée générale, à en prouver l'unité. Il a cherché à disparaître le plus possible, à rendre aussi ténus et aussi inapercevables que possible les liens qui rattachent entre eux ces leitmotivs, mais il n'a pas osé, et il s'en excuse, les supprimer complètement, craignant que, sans ces modulations transitoires, les changements de ton ne parussent trop brusques. Le thème principal, celui vers lequel convergent tous les autres, c'est la personnalité du poète, ou plutôt sa sensibilité, car leur union était tellement intime qu'elle ne faisait qu'un tout harmonieux. Or, cette sensibilité a peu varié. Keats a produit sa première œuvre connue en 1813, l'Imitation de Spenser, et son dernier sonnet en 1820. Le proverbe latin est parfois véridique. Les dieux païens qu'il avait tant aimés le lui rendirent et le rappelèrent auprès d'eux avec une hâte qui semble plutôt la caractéristique du 19e siècle, dans lequel vécut leur chantre, que l'apanage des époques reculées où il régissait l'univers. Entre 18 et 25 ans, la qualité des sensations ne se modifie guère, à moins d'une maladie, et celle qui étreignit l'infortuné l'emporta si rapidement qu'elle lui laissa à peine le temps d'écrire quelques pièces, parmi lesquelles 3 ou 4 sonnets, au plus, sont remarquables. John Keats, né le 29 ou le 31 octobre 1795 à Moorfields, Finsbury Pavement, au cœur de Londres, est mort le 23 février 1821 à Rome, Piazza di Spagna. Aucun fait mémorable entre ces deux dates. Aucun, du moins, qui aurait pu exercer une influence quelconque sur son esprit ou changer le cours de ses idées. On chercherait vainement à retrouver, chez ses parents, l'origine d'une disposition artistique. Il connut à peine son père qui tenait une remise de voitures en location et mourut jeune. Sa mère, intelligente et très ardente pour le plaisir, se remaria presque aussitôt et mourut 6 ans après, 1810. Jusque-là, il avait étudié à l'école d'Enfield. Une fois orphelin, ses tuteurs le placèrent immédiatement en apprentissage chez un médecin. Quand on aura appris, en outre, qu'il eut 2 frères et une sœur, que ses amis furent le peintre Haydon, Leigh Hunt, directeur de l'examiné, Matthew, Cowden Clark, Hamilton Reynolds, tous les 3 littérateurs, on saura ce que sa vie offre de saillant avant sa crise amoureuse. Toujours et sans relâche, le tantaliza la même passion pour la poésie et pour la beauté. Son unique passion, pourrait-on affirmer, si tout à la fin de son existence il n'avait subi la dite crise et ne s'était épris d'une jeune fille, d'ailleurs absolument incapable de le comprendre. Il faut même se hâter d'ajouter qu'aucune œuvre importante ne lui a été suggérée par cette Fanny qui écrivait à un ami, M. Dilke, 10 ans après la mort de son fiancé. L'acte le plus charitable serait de le laisser reposer à jamais dans l'obscurité à laquelle l'avaient condamné les circonstances. Telle est, à peu près, la seule expérience personnelle qu'il ait pu faire de l'humanité, car si les articles injurieux que lui décochèrent les critiques patentées l'émurent un instant, il avait heureusement, quoiqu'ait dit Byron, trop de lucidité et de clairvoyance, malgré sa jeunesse, pour ne pas se rendre compte des défectuosités que pouvaient contenir les œuvres incriminées, défectuosités qu'il a confessées lui-même, à plusieurs reprises, avec la plus entière bonne foi. Il vécut donc exclusivement une vie d'artiste écartant résolument de sa pensée tout ce qui pouvait en amoindrir la souplesse, contaminer l'innocence des organes récepteurs et disséminer son énergie cérébrale. Ainsi, il s'exaspérait contre les savants, les philosophes et les historiens. Tous les charmes ne sont-ils pas rompus au simple contact de la froide philosophie? Il y avait un arc-en-ciel que nous vénérions autrefois.
Nous connaissons sa trame, sa contexture. Elle est donnée platement dans le catalogue des choses communes. Le philosophe rognera les ailes de l'ange, conquérera les mystères à l'aide de règles et de lignes, videra l'atmosphère hantée, la mine qu'habitent les gnomes. Hors d'ici, histoire pompeuse. Or, fourberie dorée, sombre planète dans l'univers des faits, vaste mer qui élève un murmure sans fin sur les rivages caillouteux de la mémoire. De même, alors que la plupart des écrivains de son temps, en réaction contre les opinions sceptiques du XVIIIe siècle et de la Révolution française, vitupéraient les républicains et prenaient la défense du christianisme, alors que Byron procurait à la religion une vigueur nouvelle par l'excès même de ses insultes, et que Shelley la discutait de toute la force de son génie et de sa dialectique, ce qui était encore une manière d'en reconnaître la vitalité, Keats, plus radical et plus orgueilleux, la négligeait. Quand, par exception, il y faisait allusion, c'était avec un dédain marqué. Toujours, toujours les cloches sonnent, et j'en sentirais un froid humide, un frisson comme celui qui émane de la tombe, si je ne savais qu'elles vont mourir, comme une lampe dont l'huile est consumée, que c'est leur dernier soupir, leur lamentation, avant de rentrer dans l'oubli. Sa profonde admiration pour la splendeur des images, pour le diapason sourd et puissant qui le ravissait en Milton, ne l'empêchait pas de se révolter contre son austérité de sectaire. Il s'intéressait encore moins à la lutte gigantesque que soutenait sa patrie contre Napoléon. Que lui importent les dissensions des hommes et des nations? Que lui importe l'action brutale? C'est devant les conflits des éléments que vibrent ses sens, que s'échauffe sa verve, que s'exalte son inspiration. La pression des événements ne pèse pas sur lui. De là, du reste, un défaut assez frappant que ses ennemis n'ont pas manqué de faire ressortir. Ces personnages sont comme lui. Ils éprouvent des accès de joie, de colère, de jouissance et de douleur de toutes sortes. Ils se taisent, ils vocifèrent, ils n'agissent que rarement. Dans la veille de Sainte-Agnès, Porphyro entasse les sucreries et les fruits. De sa cachette, il rapporta un monceau, de pommes candies, de coings, de prunes, de courges puis des gelées plus savoureuses que le lait caillé, et des sirops rutilants, colorés avec de la cannelle, de la manne et des dattes, transportées par mer, cueillies à Fès, et des friandises aromatisées. Mais ni le héros, ni son amante n'y goûteront. Le poète s'est simplement laissé emporter par le chatoiement et la musique des mots. Peut-être des éplucheurs hargneux et moroses seraient-ils en droit de lui reprocher une certaine exubérance irraisonnée en même temps qu'une étroitesse voulue, conséquence inévitable de pareils partis pris? Peut-être des défenseurs, trop favorables, auraient-ils à leur tour le droit d'invoquer la brièveté de sa vie qui ne lui permit pas de faire saillir tout ce qui était en germe dans son cerveau? Quoi qu'il en soit, ce regret une fois discrètement exprimé, il faut, sans plus constater que, dans un si court laps de temps, il n'a pu avoir qu'une manière. Évidemment, et il n'est pas téméraire de le supposer, s'il eût atteint sa pleine maturité, il eût élargi son champ d'activité intellectuelle, eût concentré davantage les sujets de ses poèmes et les eût mieux composés. Mais qui osera soutenir qu'il aurait rendu plus parfaits ses chefs-d'œuvre, la classique ode sur l'urne grecque par exemple, ou l'admirable fragment de l'ode à Maïa, ou même une œuvre de jeunesse écrite lorsqu'il n'avait que 20 ans, le sonnet. En ouvrant pour la première fois l'Homère de Chapman, etc. Cet amour de la forme et de sa perfection était tellement inné en lui que dès ses débuts, on ne sent presque aucune hésitation, aucun tâtonnement. Son éducation première n'ayant pas été très poussée, son seul instinct l'avait incité à lire Virgile et à s'enivrer d'Homère, lorsqu'un ami lui avait prêté la traduction du vieux Chapman. À cette époque, 1816, Lord Elgin rapportait à Londres les métopes du Parthénon. Immédiatement, les plus grands sculpteurs anglais, Flaxman, Nollekens et Chantray, s'imprégnaient de la tradition grecque. Très impressionné lui-même, il écrit aussitôt « Ainsi cause une vertigineuse souffrance ces merveilles, dans lesquelles on trouve mélangée la grandeur grecque avec la rude destruction du vieux temps.
Ce fut donc tout d'abord la grâce idéale de la beauté hellénique qui s'empara de sa jeune âme bien disposée à subir une pareille invasion. Presque simultanément, certains savoureux poètes de l'Italie, de la France et de l'Angleterre, l'Arioste et le Dante, Ronsard, Chaucer, Drayton et Fletcher, Spenser, Shakespeare, Milton, Coleridge l'enthousiasmèrent par leur harmonieuse richesse et lui inculquèrent un goût parfois excessif pour le luxe et l'abondance des descriptions. Pâles étaient les douces lèvres que je vis, pâles les lèvres que je baisais, et enchanteresse la forme que j'étreignis en flottant au milieu de cette lugubre tempête. Les voyelles spensériennes qui prennent leur essor en toute aisance et flottent comme les oiseaux sur la mer estivale, les tempêtes miltoniennes et plus encore la tendresse miltonienne. Adieu. Une fois encore la lutte farouche entre le tourment de l'enfer et l'argile impassible m'enflammera. Une fois encore j'expérimenterai l'amère suavité de ce fruit shakespearien. L'influence de Chatterton très perceptible chez lui, surtout à la fin de sa vie, doit être classée à part. Était-elle le prodrome d'une nouvelle orientation de son génie, d'une évolution vers des sujets moins sensuels et plus empreints de sentimentalité? La venue de sa maladie le rendit-elle plus accessible à l'incurable mélancolie du poète qu'il admirait? La mort prématurée de Keats nous met dans l'impossibilité d'élucider ce problème. Pendant ces années de pleine activité productrice, son art avait été éminemment impersonnel. Il jugeait mélodramatique de crier, comme Byron, ses propres douleurs à la foule. Pour lui, la muse ne devait, à aucun prix, se faire la confidente des joies ou des affres du poète, et s'il fût resté, dans son intégralité absolue, lui-même, incontestablement certaines de ses poésies des dernières années n'eussent pas vu le jour. Il est en effet, de tous les écrivains de sa génération, le plus purement poète. La conception de la beauté constitue l'axe intime de son être, et son imagination tressaille au moindre appel de cette beauté. Plus qu'aucun autre, il éprouve les tortures de la lutte avec le style, avec l'épithète utile, avec le mot qui fait éviter une périphrase, avec la période bien équilibrée. Pour aucun de ces émules, ce n'était l'unique préoccupation. Crabbe, observateur consciencieux et pitoyable des classes pauvres, émeut bien davantage par la peinture énergique de leur misère que par le rythme de ses vers. Landor, réputé comme le fondateur de l'art pour l'art, s'est tellement enflammé pour les théories libérales qu'après avoir soutenu de ses deniers la Révolution française, il avait, plus tard, pour lutter contre l'asservissement de l'Europe par Napoléon, entretenu à ses frais et commandé comme colonel un régiment en Espagne sous les ordres de Wellington. Campbell l'Écossais et Moore l'Irlandais, peu érudits et documentés sur l'art grec par de simples traductions, revêtent leurs chants nationaux d'uniformes classiques. Walter Scott s'attarde dans la narration pittoresque, imite de vieilles ballades, décrit de vieux châteaux, de vieilles amours et de vieux combats. Southey, dans sa jeunesse, un des plus chauds partisans des idées nouvelles, s'incorpore ensuite dans le Parti conservateur. Coleridge laisse évaporer son inspiration dans les nuages de la métaphysique allemande. Le délicieux humoriste Lamb veille avec une adorable sollicitude sur sa sœur, pauvre folle qui avait tué sa mère dans un accès de délire. L'opulent Lord Byron, si merveilleusement doué pour chanter toutes les véhémences, mésuse de son talent en diatribe contre la société et en injure contre la vie qu'il avait comblée. Il a tout épuisé, tout ce qui eût contenté l'ambition d'un autre homme. Passion du jeu, des femmes, de la gloire. Son dévouement pour une noble cause et sa vaillance pendant les derniers mois de son existence ont plus servi sa renommée que ses meilleurs poèmes. Wordsworth compose des vers exquis sur des thèmes souvent par trop insignifiants, fastidieusement et invariablement édifiants. Le généreux Shelley, le plus génial de tous, plus génial que Keats lui-même, considère la poésie comme l'expression la plus haute de la philosophie, comme une sorte d'ascension indéfinie vers le bien de l'humanité, rêve des réformes sociales, et parfois se perd dans l'infini, ainsi qu'il était arrivé, dans le second Faust, à son seul rival,
le grand Goethe. C'est une sensation désagréable, a écrit Novali, le plus proche de l'auteur d'Endymion parmi les écrivains allemands, d'entendre des mots superflus lorsqu'il y a un but déterminé à atteindre. Et comme la poésie n'est autre chose qu'un superflu cultivé, une chose qui se développe elle-même, elle devient absolument répugnante lorsqu'elle n'est pas à sa place, lorsqu'elle veut raisonner et argumenter, et, en général, lorsqu'elle assume un air sérieux, elle n'est plus poésie. Pour Keats, l'art est une entéléchie, une fin en soi. Et comme il n'a jamais admis qu'une sensation fût une chose moins relevée qu'une idée ou un sentiment, il lui suffit que la poésie concrétise avec intensité l'extase que font naître les impressions innombrables qu'il reçoit du dehors. Des phénomènes insignifiants, qui passeraient inaperçus pour tout être moins perméable, développent en lui une activité sensorielle qui met en jeu les uns ou les autres de ses sens, ou tous à la fois. Une fermentation, un travail exclusivement interne, se produisent alors, lent, inconscient, qui surexcite certaines de ses facultés et paralyse les autres. Nulle inquiétude, nulle curiosité ne le pousse plus vers un non-moi quelconque. Ce qu'il a emmagasiné dans la fièvre l'absorbe uniquement, et, pendant cette incubation, le merveilleux spectacle de l'univers ne l'émeut plus assez pour qu'il daigne en prendre sa part. Un seul désir le hante désormais, égoïste, farouche, décomposer et analyser les principes premiers de la sensation répercutée en son tréfonds, ressusciter la naïveté et la simplicité primordiale de toute chose, découvrir leur entité pour s'expliquer à soi-même leur profonde, leur véritable signification, pour, en son propre moi, comme en un creuset, reconstituer et recombiner ces éléments épars, les fondre, les modeler de façon à leur donner, sous une forme nouvelle, l'expression la plus définitive. Les hommes de génie, a-t-il dit en manière de boutade, n'ont pas d'individualité propre. Le poète n'est pas lui-même, il n'a point de moi, il est tout et il n'est rien. Quand je suis dans une chambre avec d'autres personnes, l'identité de chacune d'elles exerce immédiatement une pression sur moi, si bien que je suis, en très peu de temps, annihilé. Comme conséquence de cette extériorisation, constante sauf pendant les heures d'élaboration, si, par suite de son obstination à négliger et à mépriser la science et l'histoire, son érudition est par instants en défaut, son observation directe est toujours scrupuleusement exacte. Les mœurs et les instincts de tous les êtres vivants de la création ne méritent-ils pas son attention au même titre? Tous ne sont-ils pas, à son égal, citoyens de la nature? Le poète a entendu le rugissement du lion et peut dire ce qu'exprime sa gorge rugueuse. Et pour lui, le hurlement du tigre a une signification et frappe son oreille comme une langue maternelle. De même, il avait atteint un degré de porosité tel qu'il faisait, pour ainsi dire, partie des éléments. Devant un rayon de soleil, il ne se possédait plus. Il s'enivrait des transparences de l'atmosphère, de la course incessante des nuages pourpres, gris d'or ou argentés, des miroitements du flot irisé, de la fluidité et de la diaphanéité apparente des objets sous les reflets du ciel bleu. Le cri du grillon, le bourdonnement d'une abeille, la senteur d'une fleur, la vue de la mer faisait frémir tout son être. Ses yeux étincelaient et ses lèvres tremblaient. Oh, combien j'aime, par un beau soir d'été, lorsque des torrents de lumière déversent l'or à l'Occident et que, sur les zéphyrs embaumés, reposent immobiles les nuages argentés. Les zéphyrs étaient éthérés et purs et s'insinuaient à travers les croisées mi-closes pour guérir les malades languissants, rafraîchissant leurs fiévreux assoupissements. Les nuages étaient purs et blancs, comme des troupeaux fraîchement tondus, et sortant d'un clair ruisseau, paisiblement ils reposaient sur les champs azurés du ciel. Ô vous, qui avez les prunelles meurtries et lassées, régalez-les devant l'immensité de la mer. Ô vous, dont les oreilles sont assourdies de rudes vacarmes ou sursaturées de fades mélodies, asseyez-vous à l'entrée de quelque vieille caverne et méditez.
chacun de ses sens est en un éveil perpétuel. Avant Huysmans, il sait dissocier les différentes odeurs. Il sait aussi de leur association composer une sorte de symphonie. Dans la nuit embaumée, je devine la senteur spéciale, dont chaque mois parfume le gazon, le hallier, le fruit de l'arbre sauvage, la blanche aubépine et l'églantine des champs. Voici une remarque précieuse qui atteste la sincérité de son art. Un idéaliste aurait glissé sur ce détail. Seul un précurseur du naturalisme pouvait le noter. Au lieu de saveurs agréables, son énorme palais ne percevait que le goût empoisonné du cuivre ou d'un métal corrompu. Personne n'a défini mieux que lui, avec une prédilection plus marquée, les sensations du goût. Oh, qui me donnera une gorgée d'un vin, longtemps refroidi dans la terre profonde, d'un vin qui sente Flora et la campagne verte. Il est tellement peintre que pas une finesse du ton qu'il décrit ne lui échappe. Le bleu, c'est la vie du firmament, le domaine de Cynthia, le vaste palais du soleil. C'est la tente d'Hespérus et de toute sa suite, le cœur même des nuages, or, gris et brun. Le bleu, c'est la vie des eaux. Nuance tout ce qui a une teinte vermillon. Que la rose s'épanouisse et réchauffe l'atmosphère. Que le vin écarlate écume dans le gobelet frais comme une source bouillonnante. Que les coquilles aux bords décolorés, sur le sable ou sous les insondables profondeurs, deviennent pourpres dans tout leur circuit, que la jeune fille rougisse vivement, comme surprise par quelque ardent baiser. Quelle richesse de palette! Est-il possible d'exprimer plus picturalement, avec des mots, les somptuosités et les variétés d'une même tonalité? Chaque mot est lui-même une teinte, dont Keats, par une juxtaposition calculée atténue, ou vivifie les différentes nuances avec un raffinement inouï. Si ce n'était paraître jouer trop facilement sur les vocables, les termes concernant la peinture et la musique ayant une excessive identité, on pourrait se croire autorisé, après avoir lu ce morceau à haute voix dans l'original, à soutenir qu'on a entendu une gamme, à spécifier où se trouvent les tons et les demi-tons, à vérifier et à justifier cette assertion, un peu audacieuse, en constatant qu'image, harmonie et pensée sont ici concomitantes. Nulle confusion suspecte, cependant, nulle interversion n'est perceptible entre les différents arts. Constellations d'un même orbe, ils cheminent sans se choquer ni s'entraver, bien que leur route ne soit qu'entrelacement continuel. Chacun use de ses moyens propres. Il y a simplement émulation, superposition. Quel que soit celui auquel il défère momentanément la prédominance, le poète, quand il conçoit et élabore une œuvre, les subordonne invariablement tous à la poésie. Il n'hésite d'ailleurs pas à emprunter leurs procédés aux peintres, aux sculpteurs, aux musiciens, soit pendant la préparation, soit pendant l'exécution, selon qu'il lui semble mieux convenir au sujet qu'il aura à traiter. Après avoir, en une esquisse très largement brossée, établi d'abord ses grandes lignes, le peintre choisit une couleur, une clé, devant servir d'assiette normale à son tableau et constituer la base solide sur laquelle s'appuiera l'infinité des plans formés par les dégradations successives de cette unique couleur. Ensuite, ces effets de lumière et d'ombre, toujours en camailleux, judicieusement distribués, il fait chanter çà et là, non la note banale des tons complémentaires, mais la fanfare plus tapageuse de tons très distants, s'harmonisant sans heurts. Keats, lui aussi, avant d'accorder entre elles ses colorations ou ses sonorités et de faire retentir leur puissante polyphonie, prend minutieusement soin de trouver, en premier lieu, le point de départ, la clé. Il excelle à créer cette ambiance. Parfois le vague et l'incertain planent autour de ses personnages, entretenus par des imprécisions voulues de termes et d'images. Des vitres en losange d'une bizarre invention, riches en couleurs et en teintes splendides, comme sont les ailes sombres et damasquinées du papillon de nuit, et au milieu entre 1000 figures héraldiques. Une idée lui vint comme une rose épanouie. Parfois l'immobilité et le silence figent toute sa description. Belle Éphèbe, sous ces arbres, tu ne peux quitter ta chanson.
pas plus que les arbres ne quittent leurs feuilles. Audacieux amoureux, jamais, jamais tu n'obtiens les baisers, quoique tu sois proche du but. Ici, c'est l'art du statuaire qui lui inspire cet effet de plastique insurpassable. Il semble impossible de rassembler avec plus d'à-propos les mots et les tours de phrases qui suggéreront la vision de gestes subitement arrêtés en leur élan, comme dans une photographie instantanée. Si, au contraire, il veut rendre la succession et la plus ou moins grande rapidité des mouvements, il va de soi qu'il s'adressera au compositeur. C'est à l'école de celui-ci qu'il apprendra en quelque sorte l'usage du métronome, c'est-à-dire qu'il prescrira, dès le début de chacune de ses pièces par le choix de sa stance et de la mesure de son vers, quel rythme devra adopter celui qui récitera son œuvre, de même que par la position de la pause ou césure. Il le contraindra de reprendre haleine à tel endroit, de façon à précipiter ensuite ou à ralentir son débit, suivant qu'après cet arrêt de respiration, il y aura plus ou moins de syllabes à prononcer. Il fera preuve, pour diversifier rythme et pause, d'une imperturbable sagacité et d'une science impeccable puisée chez chacun des poètes qui avait été la nourriture de son imagination. Il en approfondit la maîtrise et se l'approprie avec un bonheur inouï. Pour Isabelle, ou le pot de basilic, dont le canevas est emprunté à Boccace, il se sert, après Chaucer, de la désinvolte ottava rima si chère aux poètes italiens. Pour la veille de Sainte-Agnès, la stance spensérienne avec ses 9 vers, dont le dernier est un alexandrin, lui a semblé par cet allongement fournir une chute plus majestueuse à sa strophe. Avant de commencer la Mia, il étudie Dryden, dont il s'assimile l'aisance dans la facture du même alexandrin, assoupli et libéré cette fois. Alternativement alerte et pompeux, ce maître avait toute la variété qui convenait pour dépeindre, soit la démarche sinueuse de la femme serpent, soit la grandiose fantasmagorie de l'orgie qu'elle préside dans son palais. S'il veut représenter, dans Hyperion la lutte des forces cosmiques, il prendra pour modèle l'ampleur et l'envergure de la période miltonienne. Qu'on lise dans le texte anglais ce passage d'une quiétude déjà olympienne, bien avant que l'Olympe fût consacré. Est-il possible de concevoir un adagio plus solennel et d'une sérénité plus imposante? Dans l'extase d'une nuit d'été, ces sénateurs des bois puissants, en leur verte parure, les chênes élevés, aux branches enchantées par l'ardeur des étoiles, rêvent, et rêvent ainsi, toute la nuit, sans autre frémissement que celui de la brise qui s'enfle graduellement dans la solitude, domine le silence, puis s'évanouit, comme une marée montante qui n'aurait qu'une vague. D'autres fois la diction sera haletante et fébrile, en allure de Scherzo. Que toujours la fantaisie puisse vagabonder, le plaisir n'est jamais au logis. Au plus doux contact, le plaisir s'évapore, telles les bulles d'air assaillies par la pluie. Que la fantaisie erre donc. Certains de ces morceaux, par contre, sont célèbres pour la multiplicité de leurs mouvements et l'ingéniosité de leurs innombrables modulations que pacifie par échapper de furtifs retours au ton initial. Celui qui commence ainsi, entre autres, dont la traduction ne donne, hélas, aucune idée sous ce rapport. Sur les flancs du Latmos s'étendait une puissante forêt. Le musicien lui expliquera encore quelle est l'importance d'un ton plus haut ou plus bas, quelles lettres enflent ou assourdissent la voix, la rendent plus grave ou plus aiguë, lui dira qu'il faut être ménager de ses timbres, ne pas, à moins de chercher un effet, fatiguer son auditeur en faisant sonner indéfiniment les mêmes, préparer au contraire leur rentrée de manière à lui procurer une surprise, une sensation d'inattendu. Inspectons la lyre, calculons la résonance de chaque corde et voyons ce qui peut être gagné, par une oreille industrieuse et une patiente attention, avare du son et de la syllabe. Aucun poète a-t-il possédé à un degré supérieur l'instinct du vers plein et vibrant. Aucun s'est-il enivré davantage du charme du son et des rimes, du rappel des assonances amenées par un luxe incroyable de répétitions savamment disposées. Tantôt les unissons lui semblent préférables, et tantôt
il joue sur les différentes prononciations d'une même voyelle, cas assez fréquent dans la langue anglaise. Tour à tour, il sait reposer l'oreille par des cadences alanguies, puis la réveiller soudain avec le fier cliquetis des consonnes métalliques. S'il a besoin de nouvelles cordes à salir, comme Berlioz faisant plus tard le désespoir de ses artistes et les forçant d'attaquer sur leur corps des notes inemployées auparavant, il invente des accords qui indignent les pusillanimes et les officiels. Quels étranges adjectifs attirent tout à coup notre attention. Effarés de les entendre, les puristes d'outre-Manche crient au scandale en invoquant grammaire et dictionnaire. Keats s'inquiète peu de leur colère. Pour rendre son orchestration plus aérienne, sa fantaisie a forgé des mots psaltériens et piazzian, dont la première syllabe ressemble au pincement de la harpe et dont la terminaison rappelle sa résonance nasillarde. Maintes fois cependant, grisé par le susurrement des S et des Z, par l'élancement des H et le balancement des allitérations, il se laisse aller à ne plus donner de sens à la musique de ses paroles. Il lui arrive encore d'atténuer outre mesure les contours sous l'amoncellement des empâtements, de diluer les couleurs, tant il en force l'éclat. Alors, comme chez son compatriote Turner, idée et image, tout disparaît dans un poudroiement d'or au milieu d'un prestigieux flamboiement. Il ne peint plus que la lumière. La poésie est une pluie sans fin de lumière. C'est un vertige presque irrésistible qui l'entraîne. Combien il lui est, la plupart du temps difficile de réfréner cette fougueuse, cette impérieuse imagination. Il faut reconnaître, pour être équitable, que dans ses chefs-d'œuvre, et ils sont nombreux, il est resté maître de lui-même. Aussitôt, les nuances et les harmonies et ses phrases en doublent la signification, et il lui a suffi de s'en tenir au diapason et au rythme qu'il avait adopté avec tant de discernement. La belle dame sans merci est peut-être de toute l'œuvre du maître écrivain, la pièce capitale en laquelle idées, images et musique s'équilibrent dans les proportions les plus justes avec la perfection la plus inattaquable. Un poète aussi exclusivement sensuel, qui n'écrivait que sous la fascination et la domination de ses sens, qui s'écriait « Ô vivre d'une vie de sensations plutôt que de pensées », devait surtout choisir comme type d'humanité des personnages animés de passions violentes, de la passion surtout la plus insurmontable de toutes, de l'amour. C'est avec l'amitié le sentiment qu'il a le mieux interprété. Leur couronne est tressée d'amour et d'amitié, et siège haut sur le front de l'humanité. Sa valeur la plus pesante et la plus volumineuse est l'amitié d'où émane sans cesse une splendeur persistante, mais au sommet est suspendue, par d'invisibles fils, une sphère. De lumière, c'est l'amour. Son influence frappant nos yeux engendre un sens nouveau. Encore doit-on constater qu'il a plutôt chanté la volupté que l'amour pur. Elle pleure solitaire ses plaisirs perdus, douloureusement elle pleure jusqu'à la venue de la nuit, puis alors, au lieu d'amour, aux misères. Elle médita solitaire sur la volupté. Mais l'égoïsme, cousin de l'amour, n'imposa pas longtemps la brûlante insomnie en son sein seulement. Elle se consuma dans l'attente de l'heure fortunée et compta les instants fiévreusement, haletante, sans relâche. De même, dans la pièce adressée à Fanny, la fiancée dont il a été parlé plus haut, qui partait pour un bal auquel le poète jaloux ne pouvait pas assister, ce sont surtout des émotions physiques qu'il traduit. Ah, que du moins ta main ne soit saisie par personne. Laisse les amoureux se consumer. Mais je t'en supplie, ne détourne pas sitôt de moi l'élan de ton cœur. Oh, conserve, par charité, les pulsations les plus vives pour moi. En réalité, il ne se trouve pas à l'aise avec les femmes, les jugeant trop peu homogènes. Il reproche à ses contemporaines de ne pas assez ressembler aux nymphes de Lillisus. Aucune, d'ailleurs, ne fit faire de folie à ce sensuel qui ne l'était que par la pensée. C'est encore la beauté qu'il poursuit en elles, et rapidement désillusionné, il leur témoigne un mépris formel. Femme, lorsque je te vois bavarde, vaine inconstante, puérile, orgueilleuse et pleine de caprices, aussitôt mon âme tressaute et se réjouit de ce que si longtemps je sois restée fermée à l'amour. Je sens
écrit-il à Bailey, que je ne suis pas juste envers les femmes. J'essaie, en ce moment, de leur rendre justice. Je ne puis. Est-ce parce qu'elles sont tellement au-dessous de mes imaginations d'adolescent? Quand j'étais écolier, je considérais une belle femme comme une déesse. Et, comme sa fiancée semble se plaindre qu'il s'adresse plutôt à sa beauté qu'à elle-même, par divination sans doute, et pressentant intuitivement une rivalité qu'elle se définissait mal à elle-même, il lui répond « Pourquoi ne puis-je parler de votre beauté? Aurais-je pu vous aimer sans cela? Je ne puis concevoir d'autre origine à mon amour pour vous que votre beauté. » Dans l'amitié même, il ne sépare pas ses amis de son art. Douces sont les joies que procure la poésie, et doublement douces quand elle chante une fraternité. Et aucun souvenir, Matthew, ne peut évoquer à nos yeux un destin plus plaisant, une jouissance plus vraie, que celui dans lesquels s'ébattent deux poètes. Poésie, beauté, voilà donc les deux mots qui se trouvent à tout propos sous sa plume, quel que soit le thème qui l'inspire. Émotion des sens, amour, amitié, etc. C'est son credo, c'est l'unité profonde de sa pensée. Une chose de beauté est une joie éternelle. L'art suffit à tout, l'art purifie tout, ennoblit tout. Le véritable but de la poésie, c'est qu'elle doit être une amie qui allège les soucis et élève les pensées des hommes. C'est-à-dire que, s'il n'est ni chauvin, ni religieux, s'il juge sévèrement la science et l'histoire qui dépoétisent son domaine, il n'est pas indifférent, ni égoïste. Car la poésie lui fait aimer la nature et chacun des phénomènes qui embrasent son imagination. Elle lui fait chérir tout ce qui palpite sous le soleil, ses frères. Bien des veillées semblables de doux chuchotements, puissions-nous passer ensemble et ressentir dans le calme ce que sont les vraies joies d'ici-bas, avant que la grande voix de la céleste bouche ordonne à nos esprits de prendre notre vol. Ses amis. Bonne, et sûrement ce doit être à peu près la plus haute félicité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.